est-ce qu'il démarre l'enregistrement? Oui, il a démarré. Ok. Bon, très bien. Alors, bonjour à tous, rebonjour, et bienvenue sur cette réunion d'information manager des ressources humaines. Nous sommes deux à animer cette réunion aujourd'hui. Ma collègue Nadine Nuriga et moi-même. Donc, moi, je suis responsable formation sur les titres RH, donc Bac plus 4 et Bac plus 5, et référente de la filière RH en ce qui concerne tout ce qui est renouvellement des titres, programmes et contenu des référentiels. Nadine, tu vas te présenter? Oui, alors bonjour, moi je suis Nadine Nuiriga, je suis conseillère formation. Donc sur tous les titres en fait, RH, management et commercial. Voilà. Donc, nous allons démarrer déjà. Est-ce que vous... Je pense que personne ne voit mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ça y est, vous voyez mon écran? Ce qui s'affiche? Oui. Oui, ah là, bon. Non, plus rien. Là, vous voyez plus? Ah, c'est bon. Ça y est? D'accord. Donc... Alors, le titre... Alors, si, quelque chose quand même à vous dire avant. Vous pouvez, dans le fil de la conversation, en fait, mettre des petites questions si vous le souhaitez, hein, en plus de les poser. S'il y a des gens qui souhaitent mettre des questions dans le fil de la conversation, avec Nadine, on va les regarder au fur et à mesure. D'accord? Le but, c'est de couvrir le maximum de vos questions, en fait. Alors, le titre manager des ressources humaines est un titre certifié, hein, inscrit à France Compétences. C'est un titre de niveau 7. Avant, c'était du niveau 1. Il correspond bien à un bac plus 4. Il est inscrit au RNCP. Et il fait partie de la filière ressources humaines, des 3 filières de l'IGS, des formations d'IGS. Le niveau 7, je m'entends. Le niveau 7 fait partie de la nomenclature européenne. Tu as fermé ton micro? Le niveau 7 est le niveau de la nomenclature européenne. Hein, avant, c'était le niveau 1 de la nomenclature française, mais maintenant, dans le cadre du CEC, on parle du niveau 7 pour le MRH Bac plus 5. Quelques chiffres sur le groupe IGS, assez rapidement. C'est une maison qui a 45 ans hein, de formation derrière elle et d'innovation pédagogique. On compte 74 000 alumni. Il faut vraiment que tout le monde coupe son micro. J'entends les écouteurs, ça fait un gros bruit. Là, ça a l'air de s'être arrêté. Donc, 74 000 alumni, je vous disais, dont 19 000 viennent de la fonction RH, ce sont les anciens. Nous avons en tout 15 000 personnes formées par an. Des alternants et des apprentis également, hein, ils sont au nombre de 8100 et on est autour de 27 certifications au groupe IGS, en sachant que nous dispensons nos formations sur 3 sites, Paris, Lyon et Toulouse. On a vu au tout début qu'il y avait 3 filières, la filière RH, la filière management, la filière relations clients. Vous étudierez au sein de la filière RH. Alors, les titres manager les ressources humaines, responsable des ressources humaines et chargé des ressources humaines sont les 3 titres qui sont enseignés au sein de la filière RH et qui couvrent l'ensemble des domaines de compétences clés de la fonction RH, tels la stratégie RH, le développement RH et le management des talents, le management de la transformation et le leadership RH, les relations sociales, le SIRH, la politique de rémunération, le contrôle de gestion sociale, tout ce qui est chiffre RH. Voilà, donc ces 3
domaines de compétences clés sont étudiés bien évidemment à des niveaux différents selon qu'on soit sur le Bac+5 manager des ressources humaines, sur le Bac+4 responsable de la gestion des ressources humaines ou le Bac+3, le bachelor chargé des ressources humaines. Notre offre de formation, elle se décline sous 3 modalités d'apprentissage. Donc, le temps plein, le digital learning accompagné et les certificats par bloc de compétences. Donc, le temps plein, qui vous concerne, hein, les personnes qui sont présentes à cette réunion, dure 4 mois et demi de formation, soit 566 heures de présence à l'IGS. Les cours ont lieu sur une plage horaire de 9h30 à 17h30. Assez exceptionnellement, on fera peut-être du 9h à 18h ou peut-être que ça n'arrivera jamais. C'est un rythme de formation qui fait que vous êtes présent du lundi au vendredi à l'IGS et qui peut être assortie d'une mission en entreprise. Elle est optionnelle, celle-ci. Cette mission dure 6 semaines, ce qui correspond à 210 heures de mission en entreprise. Alors, elle est optionnelle, ça veut dire que l'obtention du titre ne dépend pas de cette mission en entreprise. Elle est intéressante pour les personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent aller un peu éprouver les choses apprises en formation sur le terrain, hein, dans une entreprise pendant 6 semaines. Certes, c'est court, mais on peut quand même voir des choses. Et pour ça, il faudra nous le dire, on vous le demandera au moment de la sélection, si vous souhaitez le faire ou pas. Et à ce moment-là, votre financement va dépendre aussi du choix du fait que vous effectuiez ou pas la mission en entreprise. Alors, sur la modalité digitale, learning accompagné, là, vous êtes en full digital, totalement. La formation dure 16 mois, ce qui représente 360 heures. Dans ces 360 heures, il y a 293 heures de suivi de modules, c'est-à-dire que vous êtes connecté sur la plateforme Mon Campus sur laquelle les cours sont déposés. Vous étudiez vos modules. Il y a 39 heures d'accompagnement, ce sont des coachings. Donc, chaque module est assorti d'un temps de coaching avec un expert, un professionnel RH. 28 heures d'évaluation, d'accord? Donc, chaque bloc est évalué et chaque module est aussi évalué. Il y a une distinction à faire entre l'évaluation d'un bloc de compétences, qui est une évaluation certificative, donc qui est celle qui va vous donner la note et l'acquisition des compétences, et l'évaluation, on va dire, plutôt formative, qui sera le quiz à la fin de chaque module ou de chaque séquence, et qui là n'est pas noté, mais vient simplement vérifier que vous avez bien compris et que vous avez la possibilité de rejouer un certain nombre de fois, de refaire, jusqu'à l'obtention d'un pourcentage de bonnes réponses qui vous est annoncé et qui est en général de 75%, mais votre responsable formation, si vous choisissez cette modalité-là, vous donnera tous les détails. L'essentiel, c'est vraiment de faire la distinction entre les 2 types d'évaluation qu'il y a dans la modalité Digital Learning accompagné et qui n'existe pas dans la modalité temps plein, en tout cas sous une autre forme. Le découpage est en 7 blocs de compétences et l'ensemble vaut 36 modules. D'accord ? Cette modalité est 100% à distance. D'accord ? Ça veut dire que vous ne venez jamais en présentiel à l'IGS. Hein, sauf si vous souhaitez venir, je ne sais pas, déposer votre mémoire ou nous rencontrer, vous serez les bienvenus, mais il n'y a pas de cours en présentiel. Et on estime à 8 à 12 heures minimum par semaine de travail personnel, hein, donc d'études de vos modules, de préparation de vos évaluations, etc. C'est un temps estimé, le plus bas est à 8 heures, c'est le nombre d'heures auquel le module vous est vendu. Pour certaines personnes peuvent travailler 8 heures, d'autres moins, d'autres plus que 12 heures. Tout dépend de chacun et de l'organisation que chacun mettra en place. Pour cette modalité, il est entendu que vous êtes en poste.
Donc, il n'y a pas de mission en entreprise, il n'y a pas de stage en entreprise. Voilà pour ce qui est du Digital Learning Accompagné. La dernière modalité, c'est la certification par bloc de compétences. Donc, le cursus, qu'il soit en temps plein, qu'il soit en digital, ou s'il existait en temps partiel, même s'il était en temps partiel, il est construit en blocs de compétences. D'accord ? Il y a 7 blocs, plus un mémoire à réaliser. Donc, ces 7 blocs sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire que pour répondre à une problématique de besoin de compétences ponctuelles ou à une problématique de disponibilité, vous pouvez venir suivre un bloc de compétences ou 2 blocs de compétences ou 3 blocs de compétences de façon ponctuelle en intégrant la promotion qui est en cours. Et vous pouvez aussi, du coup, capitaliser la validation de ces blocs. Hein. Vous suivez les cours, vous faites l'évaluation de fin de bloc et vous gardez de côté pendant 2 à 3 ans, pas plus, parce que ça correspond à la durée de vie d'un référentiel. Vous gardez de côté, vous capitalisez et à un moment, vous pouvez venir suivre le reste de la formation, les autres blocs, et réaliser le mémoire de façon à obtenir le titre dans sa globalité. Voilà. Donc, 2 possibilités d'être diplômé. Soit on le fait en suivant la formation du début à la fin, soit on le fait par bloc de compétences. Et voilà, on peut suivre le bloc 1, le bloc 6, le bloc 3, et après se dire, allez, pendant 2 ans, je garde ça parce que je n'ai plus le temps de me mettre à la formation. Ensuite, vous venez suivre les blocs restants, et après, vous passez votre mémoire, et comme ça, vous pouvez être diplômé. Voilà, ça prend un peu plus de temps. C'est peut-être un peu plus coûteux. Nadine, tu seras de mon avis. Hein? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça a le mérite de répondre à quelque chose, à un besoin ponctuel de votre entreprise ou de disponibilité de votre part ou de la part de votre entreprise. Voilà pour ce qui en est des 3 modalités d'apprentissage du titre MRH. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions? C'est clair. C'est clair? Pardon, Il n'y a pas de questions? moi. Oui, Ouais. je vous en prie. Sur la partie comment ça, à temps partiel, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon. Le temps plein ou le digital? Non, justement, ce que vous n'affichez pas. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se dessiner? Est-ce qu'il y aura des dates qui vont s'ouvrir? Alors, pour l'instant, on n'a pas de... Je n'ai pas de date. Je ne peux pas dire non, qu'il n'y aura pas du temps partiel, mais je ne peux pas encore m'engager sur une question de date. C'est pour parler au niveau de la direction, mais à ce stade, je ne peux pas vous donner encore d'informations. Je ne peux pas vous dire des choses qui ne sont pas assez sûres. D'accord. Mais il a existé, et il y a de fortes chances qu'il revienne. Sur Paris ou sur Lyon? Parce que j'avais vu que c'était que sur Lyon à un moment donné, je crois. En tout cas, sur Paris, il pourrait revenir aussi. Oui, d'accord. Sur Paris, il pourrait revenir aussi. Mais en fait, je pense que c'est dans peu de temps qu'on serait capable de le dire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas assez d'informations pour vous donner de l'à peu près. Mais il a existé le temps partiel et dans les tuyaux, il y a le fait qu'il revienne. Mais je ne sais pas vous dire quand. D'accord, merci. D'accord. Alors, on va passer aux objets. Oui. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, j'avais une question sur la certification par bloc de compétences. Oui. Elle peut à la fois se faire à temps plein ou en digital ou uniquement en digital? Alors, elle peut se faire à temps plein et en digital. D'accord, merci. La certification par bloc se fait sous n'importe laquelle des modalités. Merci. Je vous en prie. Alors, les objectifs de la formation, les objectifs généraux de la formation. À Nadine, je vais laisser Nadine, ça nous permet de répartir. Alors, donc, la formation vous permet en fait de devenir un professionnel reconnu. J'entends déjà. J'entends. Un professionnel reconnu donc de la fonction RH.
Ce serait pour vous permettre d'être capable de mettre en œuvre la politique RH de votre entreprise. Vous serez à même d'accompagner la transformation digitale de la fonction, hein. Impulser la politique de gestion des talents et des compétences des collaborateurs, instaurer un climat positif et développer l'engagement des collaborateurs. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous rendre opérationnel sur les aspects stratégiques de l'entreprise. Et intégrer notre Bac+5, c'est aussi vous permettre d'acquérir un titre de niveau 7, donc un Bac+5 reconnu par l'État. Et ça vous permettrait effectivement d'évoluer en interne et aussi de vous accompagner pour une transition de carrière. Donc, c'est ouvert à la reconversion et aussi pour des personnes qui souhaitent développer d'autres compétences, notamment stratégiques, pour évoluer en interne. Est-ce que c'est clair à ce niveau? C'est clair pour vous? Oui. Oui. C'est bon. Et comme métier visé à l'issue de la formation, mais là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez aller vers des postes de chef de projet RH, responsable de la gestion des ressources humaines, responsable relations sociales, responsable formation, HR manager, responsable recrutement, RRH, par exemple, adjoint, DRH adjoint, ou carrément DRH de votre entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous former pour être à même d'occuper des postes stratégiques. Là, on n'est pas dans l'opérationnel, en fait. Je ne sais pas, Sandra, si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Sur ce point, c'est bien, c'est assez clair, Nadine. Ce que tu viens de dire sur l'aspect opérationnel et stratégie est important, puisque au niveau Bac+4, pour le titre responsable de la gestion des ressources humaines, on est vraiment sur l'opérationnel, le comment on fait, le pratico-pratique. Là, sur le titre MRH, on va plutôt prendre un peu de hauteur, on sera plus dans la partie stratégique et politique de la fonction RH, d'accord. Et c'est vrai que la marche est assez importante entre le Bac+4 et le Bac+5. Et vous, on pense que vous arrivez déjà avec un bagage assez solide sur le comment on fait donc la partie opérationnelle et que vous aurez moins de difficultés à aller sur tout ce qui est plus stratégique et plus management aussi des ressources humaines. Parce que c'est aussi ça, on va beaucoup axer le programme sur cet aspect management des ressources humaines. Tout à fait. Alors, on va passer à la suite. Alors, les modalités pédagogiques. Comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, c'est une organisation apprenante et collaborative qui s'appuie beaucoup sur les échanges entre pairs, qui intègre fortement cette notion d'échange, parce que même pour ceux d'entre vous qui seraient en reconversion, on estime que vous avez une expérience professionnelle et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour pouvoir comprendre ce qui va vous être enseigné et sur laquelle les intervenants vont aussi s'appuyer pour pouvoir vous faire passer cette méthodologie, cette façon de travailler, la connaissance en un mot. On a parlé d'innovation pédagogique tout à l'heure aussi. Alors, il pourra y avoir des travaux intersessions à votre disposition qui seront accessibles sur une plateforme qui s'appelle Mon Campus. La plateforme Mon Campus regroupera alors les travaux préparatoires, les exercices, mais également les supports de cours, parce que depuis 4 ans, nous sommes Green Campus et nous ne donnons plus de
papier, de support de cours papier. Je crois que la question de l'écologie, de nos pauvres arbres et de notre belle nature est assez présente en ce moment et fait sens à tout le monde. Donc, nous avons aussi notre part de responsabilité sur cet aspect-là. Donc, nous n'imprimerons que les documents qui seront utiles et demandés par nos intervenants, comme certains exercices lorsque vous serez en cours, des travaux, peut-être des travaux préparatoires, des choses sur lesquelles ils voudront vous faire travailler quand vous serez en présentiel. Tout le reste sera déposé sur la plateforme Mon Campus et charge à vous de les imprimer si vous en avez besoin. Et l'autre aspect intéressant qu'a cette façon de fonctionner, hein, de ne pas forcément avoir le support sous la main pour écrire, eh bien, c'est que votre attention est en totalité disponible pour écouter ce qui vous est dit. Ça vous permet de prendre des notes. C'est déjà un premier travail de fait. D'accord? C'est déjà une façon de déblayer un peu les choses et c'est déjà un premier travail de fait. Donc, ne vous étonnez pas si des fois, certains intervenants font le choix de déposer leur support de cours avant le cours, d'autres après le cours, mais en tout cas, vous trouverez vos supports à cet endroit-là. Nous, on les incite à vous mettre un certain nombre d'exercices parce qu'on part du principe que voilà, ce travail-là, cette acquisition de connaissances et de compétences passe par la pratique régulière. Ça vous permet d'avoir des exercices à disposition que vous pouvez faire et refaire comme bon vous semble jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec le sujet. Nos intervenants dont on parle depuis tout à l'heure, mais ce sont des professionnels des métiers de la fonction ressources humaines. Hein. Ce sont des gens qui, pour certains, sont encore en activité. D'autres sont consultants, mais ils ont tous un passé RH qu'ils mettent à notre disposition, en tout cas qu'ils mettent à votre disposition pour vous apporter méthodes, outils, pratiques de la fonction ressources humaines. Ils s'appuieront beaucoup sur ces échanges dont j'ai parlé au départ entre vous. Vous apprenez d'eux, mais eux aussi apprennent de vous et ils vous poussent à mettre en avant toutes les expériences que vous avez pu vivre de façon à illustrer concrètement les situations qui sont présentées et se servir des représentations diversifiées en fait, parce que chacun peut avoir vécu selon son secteur, selon la taille de son entreprise, selon sa vision. Des fois, on est souvent auto-formé et au final, on vient chercher des mots à mettre sur une pratique. Eh bien, voilà, toutes ces différences-là font émerger les connaissances et permettent aux intervenants de faire part des différentes situations qui peuvent être rencontrées en entreprise et vous aider à apprendre et appréhender ces situations. Pour mieux le faire, pour mieux appréhender ces situations, eh bien, il s'appuie sur des mises en situation concrètes, des cas concrets. Alors, ce sont des situations vécues en entreprise qu'ils emmènent, que nous, on améliore, on met au bout du jour, et qui font l'objet des cas qu'ils vous proposent à la fois pour vous entraîner, mais aussi des cas d'évaluation. D'accord ? Donc, vous serez vraiment sur des cas concrets, de vraies situations d'entreprise. Les modalités pédagogiques, pour nous, c'est aussi tout ce qui concerne l'accompagnement. L'accompagnement, il est collectif et individuel à l'IGS. Collectif, parce que tout ce que je viens de vous décrire, par exemple, c'est de l'accompagnement collectif. C'est vous, l'intervenant, le groupe, les demi-groupes, les groupes de travail, les groupes d'évaluation. C'est de l'accompagnement collectif, mais aussi de l'accompagnement individuel par à la fois vos intervenants, mais aussi l'équipe pédagogique, hein, et principalement votre responsable formation. Tout ceci est mis en place tout au long de la formation, c'est pour vous permettre de réussir. Ça vient servir votre réussite, ça vient être du soutien pour vous, hein, à la fois
pour votre projet professionnel que vous allez devoir mener à bien, et puis du soutien aussi pour la préparation des évaluations, d'accord? C'est vraiment notre engagement vis-à-vis de vous, c'est être là, être partout où nous pouvons être, et agir sur tout sur quoi nous pouvons agir pour vous emmener à réussir votre projet professionnel et votre projet de formation. Voilà ce qu'il en est des modalités pédagogiques. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? Ou est-ce que tout va bien? C'est très clair. C'est très clair pour vous? Bon, alors dans ce cas, on peut passer à la suite. Nous avons dit que le MRH était constitué de blocs de compétences. Donc, il n'y a pas que lui, hein, en fait, l'ensemble des titres sont constitués en blocs de compétences. Donc, quels sont-ils? Alors, le bloc 1, c'est un bloc sur la stratégie homme qui s'appelle « Élaborer une stratégie homme créatrice de valeur ». Le bloc 2 porte sur la transformation et la digitalisation de la fonction RH. C'est piloter la transformation et la digitalisation de la fonction RH. Le bloc 3, accroître l'attraction et l'acquisition des talents en relation avec la stratégie de l'entreprise. C'est à vous qu'appartiendra aussi cette mission de tirer les talents et de les fidéliser également, en lien avec la stratégie de votre entreprise. C'est développer et fidéliser ces talents, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez voir dans le bloc 4 comment on fait. Mobiliser l'engagement des collaborateurs, c'est dans le bloc 5. Ça suit un peu son cours, hein, puisque voilà, on acquiert les talents, on les développe, on les fidélise, et puis il faut les engager, il faut les maintenir engagés, ces collaborateurs. Comment on fait pour les maintenir engagés? Au niveau du bloc 6, on va rentrer un peu dans le dialogue social, la RSE. Hein, il faut arriver à dialoguer avec les parties prenantes, hein, c'est des choses obligatoires, des consultations obligatoires. Dans le bloc 7, anticiper et manager les risques psychosociaux, parce qu'il faut maintenir ces collaborateurs en bonne santé. Et c'est aussi notre, comment dire, c'est de la responsabilité de l'entreprise et de celui qui porte un peu la stratégie RH et le développement RH, de faire attention à ces aspects-là. Voilà, donc 7 blocs de compétences qui sont composés de modules. À l'issue de chacun des blocs, vous avez une évaluation qui vous permet de valider ce bloc. Une fois que vous avez validé vos 7 blocs et que vous avez validé votre mémoire, vous obtenez le titre MRH. Alors, le dernier bloc, le bloc transverse, qui est le mémoire, lui, il est assorti d'une méthodologie. En fait, globalement, oui, il y a de la méthodologie un peu partout. Bien évidemment, au niveau des évaluations, on ne va pas vous laisser comme ça tout seul devant votre évaluation sans vous dire ce qu'on attend de vous. Bien évidemment, vous vous serez entraîné, on vous aura dit ce qu'on attend de vous, on vous aura donné des outils et des méthodes pour pouvoir réussir et valider ces blocs de compétences. Eh bien, il en sera de même pour le mémoire. Vous aurez une méthodologie. On ne sera pas sur un mémoire académique, on est sur un mémoire professionnel, puisque vous êtes sur une formation professionnalisante. Donc, nous avons des attendus bien spécifiques qui vous seront délivrés au travers des heures de méthodologie. Vous aurez une référente mémoire. Et après la méthodologie, vous travaillerez, bien évidemment, parallèlement à cette méthodologie, vous travaillerez votre mémoire et vous serez accompagné par un tuteur méthodologie. Ce tuteur, il sera là 5 heures dans la globalité. Sur une base de 5 heures, il vous accompagne sur la globalité. Hein, je dis bien sur une base, donc ça veut dire que très souvent, ils en font un peu plus, hein, parce que des fois, au bout de 5 heures, on a besoin d'un petit peu plus. Mais là-dessus, ils sont pas chiches de temps, donc ils y vont. Ils vous accompagnent dans la réflexion, dans l'analyse, pour vérifier aussi si vous êtes bien dans la méthodologie. Parce que cette méthodologie, elle correspond aux attendus du titre, donc il est très important que vous la suiviez et que vous la respectiez. Donc ça, c'est le rôle du tuteur méthodologie, c'est de vous soutenir,
vous accompagner dans vos écrits, vous mettre en réflexion. Il n'écrit pas pour vous, il ne fait pas pour vous, en aucun cas, mais il est là pour vous dire là où il pense que vous pourriez aller plus loin, ou si vous êtes dans la bonne voie ou pas dans la bonne voie. Voilà. Donc, 7 blocs de compétences, plus un mémoire, égale titre MRH. OK. Validé. Titre validé. Bon, tout ça, c'est du travail, certes, mais comme je vous l'ai dit avant, on est là pour vous accompagner dans ce travail. Il ne faut pas rester avec vos incompréhensions, il ne faut pas rester avec vos difficultés, il ne faut pas hésiter à dire que vous avez besoin qu'on vous répète, parce que c'est ça aussi, apprendre, hein, c'est entendre plusieurs fois, et des fois demander plusieurs fois. Hein, on n'est pas dans une compétition, on est tous sur le même bateau et on est là pour pouvoir valider. Alors, des questions sur les blocs, peut-être? Non? Est-ce que vous avez la durée de chaque bloc? Alors, j'ai la durée de chaque bloc sur un, je ne sais pas si je l'ai sur un slide à la suite, mais en tout cas, je l'ai dans un planning que je peux vous le dire. Si vous me donnez un petit moment, je peux vous le dire. On est entre, alors si je fonctionne avec ma mémoire, on est entre 70 et 119 heures, je crois. Voilà, ça dépend du bloc, ça dépend de la modalité. En tout cas, là, sur le temps plein de tête, le plus petit bloc dure de 70 heures et le plus important pour moi, il est à 119. Oui. Hein? Donc, pour vous donner une fourchette, parce que je n'ai pas le planning sous la main et si je sors de là, on perd le slide. Donc voilà, chaque bloc de compétences. Alors, il me semble que toute la partie développement des talents est un bloc important. Je crois que c'est 4 et 5 qui seraient les plus... Le 4, il me semble bien que c'est un bloc qui est important, qui compte un bon nombre d'heures. Et après... Si vous rapprochez de votre conseillère formation pour avoir un calendrier détaillé, en fait, parce que le calendrier détaillé, je l'ai fait, mais je n'ai pas tout en tête. Voilà. Voilà pour ce qui est des blocs de compétences. Ensuite, alors, ça, c'est le détail des blocs. Alors, on va s'arrêter juste aux objectifs. La présentation, vous allez la recevoir. On va vous l'envoyer par mail. Donc, vous aurez le temps de lire tout ce que comportent les blocs. Mais déjà, dans le bloc 1, le bloc sur la stratégie homme créatrice de valeur, l'objectif, c'est d'articuler la feuille de route stratégique de l'entreprise et la stratégie RH, d'accord, par le choix d'un scénario à mettre en œuvre et qui est décliné en projet RH de façon à favoriser la double création de valeur, l'employabilité et l'agilité organisationnelle. Là, voilà la double création de valeur. Bien évidemment, tout ceci en apportant les ajustements nécessaires durant la phase d'exécution, puisqu'on sera dans une modalité de gestion de projet. Donc, bien évidemment, ça, voilà, il faut ajuster de temps en temps. Ensuite, piloter la transformation et la digitalisation de la fonction RH. L'objectif, c'est de concevoir une organisation RH qui puisse combiner expertise et vitesse d'exécution, en développant les usages digitaux qui sont en lien, bien sûr, avec la stratégie de l'entreprise et qui visent à améliorer la qualité des services que vous rendez, la capacité analytique descriptive et prescriptive, tout en respectant les critères RGPD, parce que là-dedans, ça a une place très importante. Pour le bloc 3, accroître l'attraction, l'acquisition des talents en relation avec la stratégie de l'entreprise, ben là, c'est développer le portefeuille de compétences en application avec la feuille de route stratégique de l'entreprise, en prenant soin de bien traduire ces objectifs dans les processus RH de gestion des talents pour participer et renforcer à sa position concurrentielle. Il est très intéressant ce bloc. Le bloc 4, développer et fidéliser ses talents, c'est mettre en œuvre le volet développement et fidélisation des talents de la stratégie RH. Et puis, bien évidemment,
piloter ces talents pour les conserver et accroître le niveau de performance de l'entreprise. Il est composé de 4 modules, celui-ci, avec des compétences, plus de compétences, mais 4 modules. Donc ça, c'est un bloc qui est dense, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bloc 4. Tu vois. Alors, le bloc 5, mobiliser l'engagement des collaborateurs. Eh bien, c'est identifier les conditions de l'engagement des collaborateurs, établir un plan d'action ciblé pour pouvoir accroître cet engagement, accroître la performance de l'entreprise et alimenter un dialogue social positif. Ensuite, sur le 6e bloc, qui est dialoguer avec les parties prenantes, les objectifs, c'est plutôt piloter et animer le dialogue avec les IRP, maintenir un climat social apaisé. Il faut bien sûr s'appuyer sur les normes sociales pour ça. C'est piloter et animer la politique RSE et c'est communiquer dans le but de préserver un dialogue social apaisé. Climat social apaisé, une faute. Oui, dites-moi. Oui. Sur ces blocs-là, si on n'a aucune base, entre guillemets, sur ces sujets-là, on peut intégrer quand même ces modules. Il n'y a pas de prérequis ou d'expérience prérequise sur ce sujet. La formation, elle est ouverte à la reconversion. Donc, ça veut dire que sur la modalité temps plein, les sujets, ils sont construits, le bloc et les modules, ils sont construits pour vous permettre de l'aborder, ben oui, comme si vous l'abordiez pour une première fois. C'est vrai que là, quand on va commencer à parler de dialogue social, de RSE et autres, vous allez avoir pas mal de législation. On va faire en sorte que vous arriviez à maîtriser les connaissances juridiques qui sont nécessaires pour maintenir justement ce dialogue social positif et pour arriver à dialoguer avec les parties prenantes. Donc, c'est dans la construction des modules que les choses sont abordées autrement. Vous aurez, par exemple, en nombre de jours, certainement plus de jours en temps plein sur un bloc comme celui-ci qu'il n'y en aurait en temps partiel. Parce qu'en temps partiel, on va demander en tant que prérequis que ce soit des personnes qui sont en poste RH avec une certaine expérience de la fonction ressources humaines de certain nombre d'années, vous voyez. Et là, si vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez 6 jours sur l'aspect juridique, peut-être qu'eux n'en auront que 3. D'accord. Et sur le digital, c'est pareil. Sur le digital, c'est pareil. Alors sur le digital, on est sur des choses encore plus détaillées puisque vous êtes en autonomie. Vous êtes en apprentissage autonome. Certes, il y a les coachings pour chaque module, mais il faut qu'on vous donne suffisamment de matière pour que vous puissiez comprendre, appréhender les sujets et les comprendre. Il y aura encore plus de choses à apprendre, j'ai envie de dire. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai pas entendu la question. Oui, la dame demandait, est-ce que sur le digital, c'est pareil? Mais c'est ce que je disais par rapport au temps partiel, par exemple, comme il faut être sur une fonction RH, mais c'est pareil sur le digital. Il faut être aussi en poste RH sur le digital. Tandis que là, sur le temps plein, il est oui, c'est parce que vous m'avez dit, oui. Non, sur le digital, vous venez de me dire, pardon, il n'y a pas de prérequis nécessaires, mais là, en fait, si. Ah non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prérequis nécessaires. Je dis que sur le digital, les modules sont encore plus détaillés parce que vous êtes en autonomie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prérequis. Et tout à l'heure, quand j'ai présenté les 3 modalités, souvenez-vous, j'ai dit qu'il n'y a pas de stage sur la modalité digitale, justement parce que vous êtes en poste RH. Ok, d'accord. D'accord. Je l'ai peut-être pas bien dit assez clairement. Je l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais c'est ça. En fait, si vous êtes sur une modalité temps partiel ou sur une modalité digitale, on exigera de vous que vous soyez en poste RH. Ok. Voilà. Merci. Si vous êtes sur une modalité temps plein, vous êtes en reconversion, vous pouvez être en reconversion. D'accord? Je suis désolée si je n'ai pas été assez claire dans ce que j'ai dit. Sur les conditions d'admission. Oui, on va arriver tout à l'heure aux conditions d'admission et on va en parler.
Il manque un bloc, le bloc 7, c'est anticiper et manager les risques sociaux. Les objectifs, c'est être capable d'organiser une veille de qualité, c'est gérer une éventuelle crise, pouvoir gérer une éventuelle crise, être capable de cartographier les risques sociaux afin de les prévenir, les manager, voire les anticiper pour réduire le risque d'exposition de l'organisation. D'accord ? Ça, c'est le bloc 7. Donc, on a fini les 7 blocs de compétences. Ensuite, le bloc transverse, lui, donc le mémoire, je vous en ai déjà dit un certain nombre de choses, mais le mémoire, pour le rédiger, on va attendre de vous, bien évidemment, que vous ayez une problématique stratégique RH. Donc là, par contre, ça, c'est incontournable. Ça doit être une problématique stratégique RH qui intègre obligatoirement la conduite du changement au sein de l'entreprise. D'accord ? Donc, lorsque vous allez présenter votre problématique, c'est ce à quoi on fera vraiment attention et vous devrez la refaire jusqu'à ce qu'elle intègre ces dimensions-là. Le mémoire, c'est aussi la mise en œuvre de vos capacités d'analyse. Pourquoi on le fait ? Ben, c'est pour ça. Capacité de raisonnement pour traiter un sujet. Donc, il va y avoir des lectures et des benchmarks de façon à pouvoir comparer et proposer des préconisations. Parce que si vous n'avez pas d'éléments de comparaison, vous ne pouvez pas proposer de préconisations. Et ce mémoire, il est soutenu, il est rendu à l'écrit, il fait 70 pages environ, à plus ou moins 10 pages, et soutenu devant un jury de 2 personnes, et les dates vous seront communiquées au moment de votre inscription, au moment de la rentrée, de la présentation du cycle de rentrée. Voilà ce qui est attendu pour le mémoire professionnel. Ça va, vous avez des questions par rapport à ce point ou pas? Moi, j'avais une question en termes de temps. On peut commencer en parallèle d'autres blocs ou alors c'est plutôt à la fin? Sur la Votre partie question, c'est... en digital, en fait. Sur la modalité digital learning accompagné, quand est-ce que peut démarrer ce bloc-là? Le bloc transverse, quelle Ouais. que soit la modalité, le bloc transverse commence à partir du moment où vous avez eu votre première journée de méthodologie. Ok. Et elle est prévue quand par rapport par rapport à janvier, par rapport au démarrage, elle est prévue en parallèle des autres blocs ou alors dans le temps, c'est-à-dire si on démarre en janvier 2024, Si par vous exemple, démarrez en quand elle y est... janvier, elle sera peut-être dès le premier bloc. Ok, Elle est peut-être dès le d'accord. premier bloc. Je n'ai pas le planning sous les yeux, donc je ne peux pas vous le dire comme ça parce que j'ai un certain nombre de plannings en tête, mais elles sont distribuées, les journées de méthodo sont distribuées tout au long de la formation. Ok, super. Non, mais voilà, D'accord ? c'était pour savoir Donc, comment ça se parallélisait. voilà. Ok. En fait, le mémoire, vous le travaillez en parallèle. C'est un module qui est intégré au reste. Donc, vous le travaillez en parallèle parce que si en fait on attend d'avoir fini les 7 blocs pour commencer le mémoire, vous ne pourrez pas rendre votre mémoire et le soutenir. Voilà. On vous laisse évidemment à la fin de la formation théorique, on vous laisse aux alentours de 5 mois, 4 à 5 mois pour pouvoir rendre votre mémoire. Je dis 4 à 5 mois parce qu'il y a aussi les gens qui font la mission en entreprise. Donc, pendant la mission en entreprise, vous travaillez aussi votre mémoire, mais on sait que c'est assez lourd. Donc, voilà, on sera plutôt aux alentours de 4 mois pour la finaliser, pouvoir la rendre et la soutenir. Donc, voilà, on ne la fait pas à la fin de la formation théorique, on ne le fait pas du moins à la fin de la formation théorique, cet exercice, on le fait tout au long et on vient le finaliser à la fin, d'accord, sur une période de 4 mois. Alors, les évaluations, le système d'évaluation. On nous a affiché le taux de réussite du cursus MRH de 2022, il était de 91%.
la différence entre ceux qui ont validé et ceux qui n'ont pas validé le titre, c'est très souvent des demandes de report pour des raisons diverses et variées, professionnelles, maladie ou autres, mais qui finissent toujours par soutenir. Ce sont des reports, ils reviennent dans la boucle à un moment et ils finissent toujours par soutenir. Par contre, c'est pas très bon de laisser tomber et revenir après, parce que entre les deux, la vie reprend le cours et puis on est un peu démotivé et on a un peu tendance à laisser tomber ce qu'il ne faut pas. Nous, on vous relance, mais voilà, c'est important d'aller au bout, de le faire one shot, tant que les circonstances le permettent. Voilà, des fois, il y a des circonstances qui font qu'on est obligé de reporter, mais ce n'est pas vraiment la chose qu'on conseille le plus. Alors, le système d'évaluation, lui, il est par bloc de compétences, comme je vous l'ai déjà dit. Ce sont des évaluations via études de cas qui peuvent être individuelles ou collectives et collectives. Les 7 blocs, pour chacun d'eux, vous travaillez sur un cas de synthèse. Vous travaillez sur un cas de synthèse et il peut y avoir des fois lorsqu'on est sur certaines évaluations de groupe, il peut y avoir une partie à l'oral, d'accord? C'est pour ça qu'on met collective et ou individuelle. Ça peut être individuel à l'écrit ou individuel à l'oral parce qu'on aura fait un travail de groupe et là, on est obligé d'avoir une note individuelle aussi. Ensuite, le mémoire dont on a parlé, c'est vous qui choisissez la thématique de votre mémoire. La soutenance, là, pour le coup, elle est individuelle. Il n'y a rien de collectif sur le mémoire. Vous le rendez à l'issue de la période d'environ 6 mois. On verra, parce que là, vous allez finir la formation en juillet 2024, donc il y aura la session mission en entreprise qui va suivre et qui devrait se terminer vers le 13 août, 12 ou 13 août. Donc, il faut voir. Pour arriver à vous diplômer sans vous faire attendre trop longtemps, on verra si on est plutôt à 6 mois, 5 mois ou 4 mois. On va voir. Ça va se mesurer au fur et à mesure de l'avancement. Ça, c'est pour la modalité temps plein. Et pour la modalité à distance, chaque module est validé par le cas de synthèse, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les 36 modules, ça concerne les 36 modules. Là, ce n'est pas noté. Mais ce qui est noté, c'est le cas de bloc qui valide, qui est certifiant, lui, pour le coup, et vous en avez 7. Le mémoire pour la modalité à distance, le thème est choisi aussi par vous, par le stagiaire, et il est rendu 4 mois, dans les 4 mois qui suivent la formation. Donc là, vous avez un peu moins de temps, puisqu'il n'y a pas de mission en entreprise qui tienne, dans la mesure où vous êtes en poste RH, et que vous avez normalement en poste RH un peu plus de capacité à faire ce travail-là que ceux qui sont à temps plein, voire en reconversion. Voilà pour le système d'évaluation. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? En fait, ça reprend ce qu'on s'est déjà dit un petit peu tout au long. Oui. Là, sur le système d'évaluation. Alors, un petit zoom sur la formation digitale accompagnée. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos, je vous en ai donné un peu, mais on est d'accord qu'on est sur une formation qui est 100% digitale, qui est accessible tout le temps. Vous êtes en auto-formation, donc les supports sont digitaux. Ils sont animés par les experts du domaine. Ce sont des vidéos, c'est même pas très souvent. Ce sont des vidéos, toutes les séquences sont sous forme de vidéos. Il y a des activités d'apprentissage
il y a des cas de synthèse automatisés, il y a des ressources complémentaires que vous pouvez utiliser pour travailler. Et la différence, et ça c'est ce sur quoi je veux mettre un peu l'accent avec vous, alors votre responsable formation le fera aussi, mais comme il n'y a pas de regroupement, il faut essayer de se servir de la communauté, du lieu où vous allez échanger avec les intervenants et puis votre responsable formation pour en faire votre groupe promo. L'entraide et le partage d'expérience existent aussi sur le digital. Ce n'est pas parce qu'on est seul, on n'est pas dans une salle avec 25 personnes qu'il n'y a pas cet aspect-là. C'est votre responsable formation qui va l'insuffler, qui va vous pousser à le faire, mais c'est très important, d'autant plus sur cette modalité, j'ai envie de dire. Donc, les coachs sont des experts de la fonction ressources humaines. Hein. Ils font des accompagnements collectifs qui vous permettent d'échanger, justement, entre pairs, de trouver des solutions, des fois, pour résoudre vos cas de synthèse, pour arriver à finaliser vos exercices. C'est aussi des accompagnements collectifs pour préparer les évaluations. Là, ce sont des accompagnements qui sont vraiment spécifiques à la certification. Et c'est pareil, un accompagnement individuel. Alors, comme vous êtes à distance, que vous êtes en auto-formation, contrairement à ceux qui sont sur site et qui ont accès à leur responsable formation et qui peuvent solliciter un entretien de façon beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, que ceux qui sont à distance, eh bien, on vous propose 1h30 d'accompagnement individuel pour tout le cursus que vous pouvez positionner et fractionner au moment où vous en avez le plus besoin. Ça peut être pour la prise en main de la plateforme, ça peut être pour du soutien, ça peut être pour vous aider à vous organiser. Voilà, donc c'est tout à fait possible. C'est vous qui le sollicitez. Alors... Nous avons également chez IGS une mission en DGS pour les personnes qui sont en situation de handicap. C'est la mission handicap du groupe qui permet des aménagements de parcours, qui permet de vous accompagner dans la recherche d'entreprise pendant la formation, par exemple, pour les gens qui sont en alternance et en apprentissage. Ce n'est pas le cas sur le temps plein, mais ça existe aussi. C'est la même cellule pour ceux qui sont en apprentissage. Les aménagements de parcours, les aménagements pour les évaluations, si vous avez besoin de tiers-temps par exemple, de matériel spécifique. Donc ça, pour qu'on puisse vous mettre en contact avec la cellule, vous pouvez nous en parler. Mais si vous n'avez pas forcément envie de nous en parler, vous pouvez prendre contact directement avec la cellule. Mais il faut à minima que votre responsable formation soit au courant, puisque pour les évaluations, c'est elle, du coup c'est moi qui vais gérer l'organisation des évaluations. S'il y a du matériel dont vous pouvez avoir besoin, c'est aussi moi qui vais devoir faire en sorte et veiller à ce que ce matériel vous suive en fonction des salles dans lesquelles vous êtes. Donc voilà, c'est un sujet auquel nous sommes tout à fait sensibles et nous sommes ouverts et à votre écoute. Alors, les conditions d'admission. Oui, je te laisse. Nadine, il y a une question dans le fil de la conversation? Oui, tu as répondu. Alors, pour les conditions d'admission du Bac+5, donc on vous demande d'être titulaire d'un Bac+3 validé ou Bac+4. Peu importe le domaine de formation, on n'exige pas forcément un diplôme dans les ressources humaines, donc un Bac+3 ou 4 validé, reconnu en France. Si vous avez un diplôme étranger, je vous détaillerai ensuite ce qu'il faudra faire. Alors, pour les titulaires d'un Bac+2 et pas d'un Bac+3, on vous fait passer un examen chez nous en interne qu'on appelle la VNE, la validation du niveau d'entrée. Et on vous demande d'être, de préférence dans un emploi de la fonction RH depuis plusieurs années ou en prise de poste RH. Et Sandra vous l'a déjà dit tout à l'heure, c'est quand même ouvert la reconversion, mais on regardera aussi le nombre d'années d'expérience, notamment sur un poste à responsabilité, un poste en management par exemple, même si ce n'est pas RH, mais on regarde quand même si la personne a déjà eu à manager des équipes pour intégrer donc notre Bac+5 à temps plein. Donc les conseillères formation, une fois que vous les avez eu au téléphone, vous avez ciblé donc la formation Bac+5 qui correspond. Après avoir validé les prérequis, on vous adresse un dossier de candidature
qu'il faudra nous retourner donc assez rapidement avec toutes les pièces demandées, notamment CV à jour, lettre de motivation, donc le diplôme. Une fois le dossier reçu, nous on transmet au service pédagogique et c'est l'équipe pédagogique qui vous envoie aussi un questionnaire de positionnement pour vous auto-évaluer. Donc c'est un lien qui est actif 24 heures, il faudra rapidement l'activer et pour créer votre mot de passe et puis compléter le questionnaire. Et à réception donc, du test, la responsable formation vous recontacte pour définir une date d'entretien. Donc, vous avez un entretien approfondi donc, de sélection avec elle pour vraiment comprendre le projet, comprendre ce qui vous anime, pourquoi IGS. Voilà. Alors donc, la deuxième étape clé, c'est aussi de valider le mode de financement de votre projet de formation. Une fois donc tous ces éléments-là validés, nous on transmet au back-office. Donc après, vous allez recevoir tous les documents contractuels, donc conventions à faire signer par l'employeur, si c'est l'employeur qui finance, vos contrats, et pour pouvoir intégrer donc la formation et valider votre inscription, il faudrait qu'on ait tous ces éléments-là signés. Est-ce que j'ai été claire? Je ne sais pas. C'est quoi les limites pour répondre au dossier d'inscription? Alors, tout dépendra aussi du mode de financement, parce que si vous passez par transition professionnelle, par exemple, il faut respecter le délai de 3 mois au plus tard, sinon 4, parce qu'il y a quand même l'autorisation d'absence de l'employeur pour la modalité temps plein. Il faudra avoir l'autorisation d'absence de votre employeur pour partir en formation. Il a 1 mois pour vous répondre. Et transition professionnelle, il faudra leur présenter votre dossier de financement 3 mois avant le premier jour de formation. Pour la modalité digitale, la question de l'absence ne se pose pas. Et si vous passez par la transition pro aussi, il y a aussi le délai de 3 mois, 3 mois en fait, avant la rentrée à respecter. Et Après, pour le temps plein, il faut il y a d'autres absolument financements, avoir je un pense que je vais vous employeur. aborder tout à l'heure. Pardon? Pour le temps plein, il faut absolument avoir un employeur. Si par exemple vous êtes dans une situation où il y a une rupture conventionnelle qui est négociée, on ne peut pas intégrer le cursus. Si, tout à fait. À temps plein, au contraire. Ça, je parlais du mode de financement par transition professionnelle. Si vous êtes en rupture conventionnelle, la question du délai ne se pose pas. C'est juste chez nous, il faudra envoyer le dossier au plus tard 3 semaines, j'ai envie de dire. Oui, de façon à... C'est une question de financement, le temps qu'on boucle la partie financement avant le démarrage de la formation. Si vous êtes accompagné par un consultant, par exemple, un cabinet d'adplacement, il faudrait que nous, on ait le devis signé, les conventions signées, enfin qu'on ait mis en place toute la partie ingénierie financière avant votre intégration. Vous pouvez intégrer, bien sûr, quand vous avez quitté votre employeur, si vous avez le financement, sur un temps plein. Très bien, merci. C'est clair? Oui. Merci. Après, il y a aussi le financement par la région Île-de-France pour les demandeurs d'emploi résidant en Île-de-France. Il y a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle AIRE2. Et auprès d'eux, on devra faire la demande au plus tard 6 semaines avant la rentrée. Alors, donc les prochaines rentrées. Pardon. Les prochaines rentrées. Excusez-moi, d'un point de vue financement, c'est éligible au CPF également? Oui, toutes nos formations sont éligibles au CPF. D'accord, merci. De toute façon, dans le cadre de transition pro, il est transition pro dans le CPF, dans tous les cas. C'est ça. Peut-être ça, oui, ça aussi, quand tu as parlé de la IRE, Nadine, je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas si ça... Oui. Quand tu as parlé de la IRE, vous avez aussi, si vous sollicitez un financement auprès de la région, vous pouvez aussi mobiliser votre CPF dans le cadre de ce financement, de cette demande de financement. Et celui qui va, de toute façon, aller piocher dans votre CPF, c'est Transition Pro. Pour l'AIRE2? Non, pour la demande de financement via Transition Pro. Oui. Ils vont forcément piocher dans le CPF. Par contre, la demande de financement à la région, si vous ne dites pas que vous souhaitez
que votre CPF soit mobilisé, que vous souhaitez mobiliser votre CPF, parce qu'à la fois c'est vous qui le mobilisez, que vous souhaitez mobiliser votre CPF, bah, c'est pas forcé, c'est pas automatique. D'accord? Voilà. Donc, mais dans tous les cas, votre conseillère formation, lorsque vous serez à cette étape-là, vous demandera, voilà, vous le rappellera, vous le demandera et vous aidera aussi à faire cette démarche de mobilisation du CPF. On va en reparler, je pense, sur la partie financement. Alors, pour les prochaines rentrées, pour la session à temps plein, donc en présentiel, la rentrée est prévue le 19 février 2024 jusqu'au 2 juillet. On est sur 5 mois de formation. Et le stage, comme vous disait Sandra, qui est optionnel, il démarrerait le 3 juillet jusqu'au 13 août 2024, donc sur 6 semaines, 2 mois minimum de stage. Il y avait une question sur le chat qui demandait, enfin, la personne demandait si on vous délivrait une convention de stage. Oui, bien évidemment, vous avez la convention de stage pour pouvoir rentrer en stage. Il va y avoir, avant la convention de stage, il va y avoir une fiche de mission qu'on vous demandera de faire compléter par l'entreprise de stage qui vous accueille, de façon à ce qu'on voit, même si le stage est optionnel et que le diplôme n'en dépend pas, mais autant vaut mieux que vous ne perdiez pas votre temps à aller faire des photocopies ou quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la formation. Nous, on regarde un peu si les missions sont suffisamment adéquates à ce que vous apprenez. Et suite à cette fiche de stage, ben, on établit la convention de stage qu'on vous envoie et que vous signez, que l'entreprise signe et nous aussi. Donc, elle est tripartite. Voilà. Et sur le digital learning, donc on a 2 prochaines rentrées. La première, c'est le 30 janvier jusqu'au 28 mars 2025. Et la seconde serait le 17 avril jusqu'au 23 juin 2025. Et justement, concernant le digital, justement, il y a indiqué fin théorique. Est-ce que c'est quand même tout suivi en même temps ou est-ce que c'est envisageable, par exemple, de raccourcir ce cycle si on est plus dispo et que du coup, on fait un petit peu en condensé, on va dire? Je n'ai pas entendu le début de la question. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu le début de votre question, pardon. Pour la partie digitale, il y a indiqué donc les fins théoriques. Donc, c'est à peu près sur 15-16 mois, si je calcule bien. Oui, c'est ça, c'est 16 mois. Et est-ce que c'est possible de le faire en moins de temps? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de tout dépend de la vitesse à laquelle, par exemple, et qu'on a du temps. Ah, mais si vous n'êtes pas en poste, vous n'allez pas sur le digital. Hein. Ah, on n'a pas le choix de toute façon. Non, vous n'avez pas le choix. Là, par contre, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que la modalité digitale exige que vous soyez en poste RH. Ah, ok. Bon, bah, comme ça. Voilà. Parce que ce que j'allais vous répondre, en fait, c'est tout dépend du nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin chaque jour. Voilà. Vous pouvez consacrer toutes vos nuits. C'est peut-être possible. Sinon, je pense que ce n'est pas possible. Ok. Je pense que c'est pas possible. Il faut obligatoirement être en poste actuellement. Oui, il faut être en poste pour intégrer cette modalité. Après, ce qui correspondrait à quelque chose de plus... après, c'est le temps plein. Hein. Oui, après, c'est être en temps plein. Au digital, on vous déploie quand même les blocs de compétences au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Pas aller plus vite. Mais non. Parce que ça voudrait dire qu'on vous délivre toute la formation d'un coup. En fait, ça veut dire que sur la plateforme, on vous met du bloc 1 au bloc 7 à disposition. Sauf que ce n'est pas le cas. Les blocs, ils arrivent au fur et à mesure. D'accord? Donc, aller plus vite. La seule chose que vous pouvez faire plus vite, en fait, c'est travailler votre bloc plus vite. Oui, mais vous ne pouvez pas finir la formation plus tôt que prévu sur le digital. Non. Et d'ailleurs, sur le temps plein non plus. Mais non, sur le temps plein non plus. Voilà. Donc, non.
Oui, parce que moi, j'ai souvent la question au téléphone aussi. Ils me demandent s'ils peuvent aller plus vite parce qu'effectivement, il y a cette date de fin théorique. Ils pensent finir avant. Ce ne sera pas possible parce qu'on vous ouvre bloc par bloc. Vous pouvez finir le bloc peut-être plus vite, mais attendre l'ouverture de l'autre, en fait. Et puis de toute façon, l'évaluation, voilà, il y a l'évaluation aussi. L'évaluation, elle tient tout le monde. L'évaluation, elle a lieu le même jour pour tout le monde. Donc, enfin, elle a lieu le même jour. La période, on va dire, parce que là, vous verrez, sur le digital, c'est une période. La période d'évaluation est la même pour tout le monde. On ouvre le dépôt le rendu des devoirs à, disons, je vais dire n'importe quoi, sur 3 jours. Mais bon, si vous avez fini votre devoir avant que vous le rendez avant, ça ne veut pas dire que vous aurez accès au bloc d'après avant. C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Je vois quelle serait l'idée, mais malheureusement, c'est pas. Non, mais c'est très clair, merci. D'accord. Voilà. Donc, on arrive à cette partie. Alors, sur la partie financement, comme je l'ai rapidement évoqué déjà, donc il y a plusieurs types de financement. De toute façon, mes collègues conseillers formation, Annie Stenzi, Florence Tarade, donc, et moi-même, nous sommes disponibles pour approfondir sur la partie financement. Sachant qu'on accepte tout type de financement. On peut avoir des cofinanceurs, donc l'entreprise peut financer avec transition professionnelle. Vous pouvez aussi faire appel à votre OPCO ou un financement personnel. Il y a aussi la possibilité d'obtenir un prêt avec des banques partenaires. On a 2 banques avec lesquelles on travaille, donc on peut avoir un prêt avec un taux plutôt intéressant. Il y a aussi la région Île-de-France, il y a Pôle emploi qui pourrait aider, mais sur une petite partie à l'AIF, ça n'excède pas 1 500 € en général. Donc le temps plein, il est affiché à 16 800 € net de taxes, le digital learning à 9 800 €. Après, pour les blocs de compétences, donc il faudra prendre contact avec votre conseiller à formation pour avoir le tarif de chaque bloc de compétences. Et le test VNE, si vous n'avez pas un bac plus 3 validé, on vous fait passer le test, donc qui a un coût de 150 € net de taxes. Idem sur le digital. Sur les financements, vous avez des questions? Il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez intervenir? Oui, bonjour. Éventuellement, sur le financement, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir vous faire un versement 4 fois ou il n'y a pas cette possibilité-là? Si, effectivement, on peut mensualiser. L'idée c'est d'avoir fini de payer avant l'obtention de vos diplômes, en fait. Ce serait pour quelle modalité vous concernant? Alors, ça serait éventuellement partir sur la prise en compte de mon compte de formation. À cela se rajoute un versement par mes biais à moi, c'est-à-dire que c'est moi qui finance la globalité de la formation, tout en sachant que effectivement Pôle emploi n'accompagnera jamais sur ce montant à 16 800 €. D'où ma question, la partie prise par le compte de formation, on est OK. Sur la partie où moi, je casse mon PEL pour pouvoir justement financer la plus grande partie. Et sur mes précédents calculs, je sais que plus ou moins, il me manquera 3 000 € à peu près à pouvoir financer. Vous le faites, est-ce que je pourrais régler en totalité sur 4 fois tous les 16 800 €? Oui, c'est possible. 4 fois ou plus. Oui, ou plus. 4 fois ou plus. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez financer. Alors déjà, vous mobilisez votre CPF et vous cassez votre PE. Le but, c'est que vous puissiez, à la fin de la formation, au moment où on va vous remettre votre diplôme, il faut que vous ayez payé
votre formation dans sa globalité. La Donc, totalité. voilà. Donc, avec le service, avec le back-office, le service qui gère toute la partie contrat, convention, on vous proposera un échéancier. Cet échéancier peut vous convenir ou vous pourriez avoir besoin d'un mois ou deux supplémentaires. Il suffit de nous le dire. Le but, c'est pas de vous mettre en difficulté, c'est de vous permettre d'aller au bout du projet sans que la question financière, une fois qu'on l'a traitée, soit un problème. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler dès le début, comme l'a dit Nadine, de gérer cette partie-là dès le départ, de façon à ce que, voilà, c'est posé, les contrats sont faits, les RIB sont donnés, les virements mis en place, et l'échéancier aussi. Donc, vous êtes libéré de cet aspect-là. Mais c'est tout à fait possible, oui. Je voulais juste rappeler que pour la mobilisation de son CPF, il faudra tenir compte aussi d'un délai de 11 jours ouvrés au plus tard avant le démarrage de la formation. Sinon, vous ne pouvez pas le mobiliser, votre CPF. D'accord. Il Donc, faut y penser. ce que je fais, c'est voir avec... Pardon, je vous ai coupé, je suis désolé. Non, c'est moi. Alors, ce qu'il faut que je fasse, en fin de compte, c'est voir avec le conseiller formation. Pour le mois de décembre, en tout et pour tout, réussir à boucler le compte CPF, les 2 premières mensualités, puis voir par la suite les deux autres mensualités de façon à vous régler avant la remise du diplôme. Oui, mais la remise du diplôme, elle est en... C'est pas maintenant. C'est pas tout de suite la remise du diplôme. Donc, vos échéances de formation, de paiement, elles vont courir pendant votre formation. Enfin, en imaginant que vous fassiez le stage, vous finissez la formation le 13 août. Si je vous laisse un délai, on va dire, de 4 ou 5 mois pour pouvoir rendre votre mémoire, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on est à janvier 2025, d'accord? Donc, à janvier 2025, disons février 2025, si on tient compte de la soutenance, d'une période de soutenance, en février 2025, là, il faudra que vous vous disiez, voilà, là c'est fini, je vais soutenir, je vais valider, il faut qu'on boucle le financement. Parce que vers le mois de mars-avril, à ce moment-là, on sera sans doute prêt à vous présenter au jury national du titre et à vous remettre votre diplôme. Donc, voilà, vous avez un petit peu de temps. Ah, mais j'avais peur. Vous avez déjà C'était dans une les 4 conseillère mois aussi, il fallait que je... Ok, d'accord. C'est pas dans les 4 mois, c'est pas à la fin de la formation théorique, c'est au moment de vous remettre votre diplôme. Vous voyez, donc vous avez un peu de temps. Par contre, le délai que vous devez prendre en compte des 11 jours, comme l'a indiqué Nadine pour votre CPF, celui-ci, il est incompressible. Il n'y a pas de... Très bien. Voilà, il n'est pas extensible, il n'est pas compressible, c'est 11 jours. Il faut absolument le faire avant, sinon vous ne pourrez pas mobiliser votre CPF. Bon, écoutez, je pense que j'ai moins peur que ça. Hein, Voilà. Okay. D'accord. Voilà. Alors là, du coup, j'ai deux questions. Voilà, les réponses ont généré 2 questions. C'est pas mal. Donc, on est dans une logique, si on fait le temps plein là, dès la session de janvier, par exemple, on est dans une logique à peu près de retour à l'emploi en fin d'année suivante, voire début 2025. C'est à peu près ça avec le temps de soutenance? Oui, c'est à peu près de mémoire. ça. Oui, c'est à peu près ça. D'accord, non, c'est plus pour visualiser. Ok, super. Au plus tôt, moi, je peux vous passer au jury de titre. En fait, on aurait pu se dire que la soutenance, le rendu du mémoire et la soutenance se font plus tôt, mais l'expérience nous permet de constater que entre le stage pour ceux qui le feront, pas, le stage et tout ce qui est benchmark, parce que malheureusement, ça va tomber un petit peu au courant du mois d'août. Oui. Il va y avoir le mois d'août, il y a des entreprises qui vont être fermées. Donc, benchmark et compagnie, si je vous dis, vous me rendez votre mémoire 3 mois après la fin de la formation théorique, c'est vous mettre un peu en difficulté. Donc, moi, je suis prévoyante par rapport à ça. Mais si vous avez un sujet de retour à l'emploi
Si par exemple vous trouvez, je ne sais pas, le job que vous souhaitiez, et que vous vous sentez prête à rendre votre mémoire un travail abouti un peu avant les autres, avant la deadline que je donnerai, moi, je vous mobilise un jury et je vous fais passer en jury. Je ne vous fais pas louper une occasion de prendre un poste. D'accord? Si tant est que pour prendre ce poste-là, ils vous demandent d'être diplômé. S'ils peuvent se contenter du fait que vous ayez validé vos 7 blocs de compétences, par exemple, et que le mémoire est en cours de validation, voilà, vous y allez aussi. Mais ça, vous échangez avec moi pour qu'on voit comment on fait. Oui, bien voilà, sûr. de façon à ce que on vous mette pas, on vous fasse pas louper une occasion. C'est impossible ça. On vous fait pas louper d'occasion. Oui, d'accord. Donc on s'organise, voilà. Mais on part plutôt sur entre 4 et 6 mois. Je verrai bien ce que je fais. Mais si vous pouvez le rendre avant, vous le rendez avant, vous soutenez avant. Et même si je n'ai pas de diplôme à vous remettre avant, puisque je n'aurai pas le diplôme avant, mais je pourrais faire une attestation en disant que vous avez validé le titre. Et ça vous permet d'intégrer l'emploi que vous pourriez trouver. D'accord, parfait. Voilà. Okay. Et ça, vous voyez, c'est une... vous voyez, c'est une proposition qui m'intéresse. Merci, pour la question. Voilà, mais c'est une proposition qui sous-entend que vous aurez travaillé plus vite sur votre mémoire et que vous aurez rendu le mémoire avant. Mais pour autant, vous aurez dû faire quand même un travail abouti. Il ne s'agit pas de le faire vite pour... voilà. Hein, il faut quand même faire un travail abouti. Les exigences resteront strictement les mêmes. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Je pense que le travail, on est déjà en train de le faire. Donc, aucun souci. D'accord. Très bien, ça c'est agréable à entendre. Et une question, vous avez vraiment une question liée par rapport, alors là c'est basique sur le financement justement. Vous évoquiez l'aide de la région. Alors bon, je suppose que ça dépend énormément d'une situation à une autre, d'une personne à une autre et tout ça. Mais j'ai aucune idée d'un ordre d'idée jusqu'à combien ça, vous disiez Pôle emploi par exemple, bon, faut pas compter au-dessus de 1000, 1500. La région, ça peut grimper un peu plus ou... Alors la région, ça peut grimper un peu plus. Oui, hein, Nadine, je ne dis pas de bêtises. On a eu des bonnes surprises avec la région des fois. C'est vrai, on a eu des financements. Voilà, des fois on a eu des... Oui, on a eu des fois du 10, 12, voilà, un peu moins aussi. On a eu aussi du 5000. En fait, c'est vrai que là, on est sur le terrain sur lequel on n'a aucune maîtrise. On a la surprise en même temps que vous, et nous, on va regarder assez régulièrement. Alors, sur la région, c'est nous qui allons regarder et qui avons l'information, qui vous la transmettons. Sur les autres types de financement, tel Pôle emploi ou Transition Pro, ça vous arrive directement et c'est vous qui nous tenez au courant. Mais la région, voilà, on a déjà navigué entre 5, 10, 12... même 14 000. Oui, des fois, on a eu des prises en charge totales sur la région, mais je ne sais pas vous dire pourquoi ils ont pris en totalité certains ou pas d'autres. Peut-être une question de budget. Voilà, c'est peut-être une question de budget, c'est peut-être une question de public, j'en sais rien, on ne sait pas en fait, mais voilà, ça vaut le coup. En fait, pour la question du financement, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'on peut vous dire, c'est non, au final. Tout ce qu'ils peuvent vous répondre, c'est non. Mais il faut tenter. Il faut tout tenter. Et ne pas hésiter à aller sur du multifinancement parce que c'est ça qui permet de couvrir les frais de formation aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Bon, c'est vrai. Un peu de CPF, un peu de région, un petit chouïa Pôle emploi. Oui, pourquoi pas. Mix des trois. Oui, bien sûr. C'est possible, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. CPF, région et Pôle emploi. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, merci. D'accord. Et si vous avez si vous avez un doute, une difficulté, une question, quoi que ce soit sur cet aspect-là, vraiment, vous revenez vers votre conseillère formation et elle vous conseillera, c'est bien le cas de le dire, elle vous guidera. D'accord. Ok, merci.
Alors, Et oui, allez-y, est-ce je vous en que, prie. merci, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres à nous donner sur combien d'étudiants ont réussi à trouver un poste de chef de projet ou en tout cas de HRBP dans les 1 an ou même 6 mois après avoir suivi la formation? Alors là, sur MRH, ce qu'on fera, c'est que au moment, parce que là, je ne les ai pas. Je ne vais pas chercher à vous dire quelque chose que je ne sais pas. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Je ne sais pas. Sur un autre titre, je sais. MRH, je le prends pour la première fois, donc je ne sais pas. Mais la présentation que nous venons de vous faire, nous allons vous l'envoyer par mail et nous allons poser la question. Il y a des gens qui ont cette réponse-là chez nous. Nous allons poser la question et vous la joindre avec la présentation. Ok, super. Pour vous donner un petit volet de qui a été où. D'accord ? À l'issue de la formation. Bon, j'ai pour habitude de dire en conférence de JPO, je dis que la formation, ce n'est pas un médicament, ça ne résout pas le problème tout de suite de l'emploi, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'à l'issue des missions en entreprise, il y a quelquefois des missions en entreprise qui sont assez intéressantes au niveau Bac+5 et qui se transforment en job, en emploi, en CDI. Donc, ne négligez pas cet aspect-là et on vous donnera des chiffres. Oui. Excusez-moi, je peux éventuellement esquisser un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire que les ressources humaines aujourd'hui, en 2023, recrutent énormément. Alors, c'est vrai qu'en disant ça, ça fait espérer. Pour connaître un petit peu la personne que vous avez au bout du fil, je suis aujourd'hui sur un poste de DRH, c'est-à-dire que j'occupe la fonction de DRH. Pourquoi cette envie de pouvoir valider cette formation? C'est par légitimité, parce que c'est vrai que je me retrouve face à des organisations syndicales qui scrutent, qui regardent un petit peu le parcours, et c'est vrai que lorsqu'il manque divers événements au cours de la carrière, je peux vous assurer que ça équivaut à… Non, du tout. C'est une guerre diplomatique pour dire où est ma légitimité pour pouvoir occuper le poste de directeur des ressources humaines. Donc, c'est assez particulier. Mais je peux vous assurer que les ressources humaines recrutent énormément. Oui, on voit passer des choses. On voit passer… donc, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, mais il y a de l'emploi aussi qui, comme vous le dites, nécessite le diplôme, parce que nous sommes en France et le diplôme dit beaucoup de choses chez nous. Des emplois qui nécessitent l'expérience. Bon, il y a des entreprises qui sont prêtes à recruter des gens qui sont fraîchement diplômés, qui ont pas forcément énormément d'expérience. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une grosse expérience parce que ça, c'est vraiment leur besoin. Mais il y a des choses qui passent. Il faut rester en alerte sur l'ensemble des réseaux. Ben, je ne vais pas vous dire ça, vous le savez, mais voilà. Et puis, il faut des fois pas hésiter à tenter sa chance. Des fois, on se dit, ben, moi je le vois avec des stagiaires que j'ai sur d'autres titres, ils disent, oui, mais moi j'ai vu cette offre d'emploi, mais je ne serai jamais capable, je ne vais pas y aller. Je dis non, vous avez un diplôme, vous avez acquis des compétences, vous avez appris des choses, il faut aller les éprouver sur le terrain. Vous trouvez une entreprise qui semble vous convenir ou la mission vous convient, mais allez-y. Voilà, il faut tenter sa chance. De toute façon, le fait de rester là sans rien faire ou sans le faire, sans tenter sa chance, ben, vous ne saurez jamais si c'est oui ou si c'est non. Vous ne saurez jamais si ça marche ou si ça ne marche pas. Et au vu du climat social actuel, là où je rejoins monsieur qui parlait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment très important à ces niveaux de responsabilité-là, les niveaux de responsabilité auxquels vous pouvez avoir accès en ayant ce Bac+5, c'est vraiment, vraiment très important d'être légitime dans votre… donc, sur ce point-là, il n'y a pas d'histoire. Voilà, aujourd'hui… La fonction ressources humaines, c'est un minimum Bac+4, 5. Et puis, ça devient même plus Bac+5 que Bac+4 sur des postes sur lesquels, avant, c'était Bac+4.
Donc, voilà, restez informés. Alors, aussi au niveau de l'IGS, hein, moi, je sais que dès que je reçois quelque chose qui me paraît intéressant, il y a nos anciens qui envoient aussi des fois des demandes, des offres de poste et autres. On n'hésite pas, on les fait circuler au sein de nos promos, si tant est que ça correspond au niveau de diplôme que vous préparez. Et voilà, on est aussi acteurs que vous dans cette recherche et dans ce projet professionnel que vous avez, et vous allez voir, ça va payer. Si ça ne paye pas dès le premier mois, ça paiera, mais ça paiera. Il faut rester persévérant, et ne serait-ce que déjà d'être diplômé, ça vous montre ce que vous êtes capable de faire et de fournir. D'accord ? Donc, les formations sont reconnues. On est plutôt bien vu sur la place des ressources humaines. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Excusez-moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous disiez que dans le Bac+3, Bac+4, c'était beaucoup plus opérationnel que le titre 7, qui était plus dans la stratégie de l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, moi, je dispose déjà d'un Bac+3 que j'ai eu dans une autre école. Oui. Et aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, ils sont beaucoup plus dans l'opérationnel. Hein. Le titre 7, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté à ma RRH. Donc, elle a trouvé certes très intéressante la formation, mais moi, elle m'a répondu qu'elle ne partait pas dans le plan de formation sur cette formation-là, qu'elle ne voulait pas m'accompagner, le financer, parce que c'était une formation beaucoup plus dans la stratégie que nous, aujourd'hui, dans notre entreprise, on est plus dans l'opérationnel. Donc, aujourd'hui, ma situation, c'est que j'ai un Bac+3. Donc, est-ce qu'il faut plus que je tente sur le Bac+3, Bac+4? Mais ma crainte, c'est de revoir encore des choses que j'ai vues en Bac+3. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de façon un petit peu plus individuelle. On peut voir, il faudra voir ça avec votre conseillère formation, mais on peut voir les choses sur deux aspects. L'aspect, votre entreprise, chez eux, c'est opérationnel, vous êtes sur un poste plus opérationnel, et peut-être vous avez avec votre Bac+3 les compétences et que vous êtes à l'aise sur votre poste. Mais la formation, le Bac+5, vous ne le faites pas que pour votre employeur, que pour cette entreprise. Il y a votre employabilité dans l'avenir. Voilà. C'est ce que je lui ai répondu, oui. Il y a votre employabilité, on travaille. Je peux m'incruster dans la conversation, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est assez particulier. La demande de madame, elle est, je la comprends, c'est-à-dire qu'elle a passé un temps sur son poste, elle veut l'évolution. Et c'est vrai que c'est ce que l'on préconise. Mais il faut aussi garder en tête que dans chaque établissement, dans chaque entreprise, il y a l'aspect aussi budgétaire. Donc, si la demande de la formation a été faite, non pas en retard, mais sur une année, c'est vrai que la responsable des ressources humaines ou même le directeur des ressources humaines peut vous dire non, ce n'est pas un an définitif, hein, ça ne peut pas être définitif. Mais c'est que le vote de budget et tout ce qui est budgétaire a déjà été voté, et il est compliqué d'inclure une personne qui souhaite faire une formation qui plus est ne coûte pas 1 000 €. Donc, c'est assez particulier. Donc, on dit non sur le coup, mais ce n'est pas un non définitif. Ben oui, voilà, ça peut être une des raisons du refus de votre employeur, effectivement. Mais je pense que tant que vous êtes dans cette entreprise et que vous avez, et puis qui sait, attendez, qui sait, ça se trouve, lorsque vous aurez commencé votre formation, que vous reviendrez en entreprise avec de la matière, avec des compétences nouvelles, c'est aussi peut-être à cette entreprise que vont servir ces compétences nouvelles. Et ça fera peut-être basculer alors, ce sera peut-être trop tard pour qu'elle vous la finance, la formation, votre entreprise, mais en tout cas, elle bénéficiera de vos compétences, de ces nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles sont acquises pour toute la vie, et elles sont acquises pour cet endroit-là, elles sont acquises aussi pour ailleurs. Donc, si au bout d'un certain temps, vous ne vous voyez pas évoluer, s'il n'y a pas de projet pour vous sur l'aspect plus politique, pilotage et stratégie au niveau de cette entreprise,
Écoutez, pourquoi on fait des formations? Ça sert à ça, ça sert à évoluer, à servir son employabilité, et une carrière n'est pas faite que d'une entreprise. Oui, je suis bien d'accord. Oui. D'accord? Donc, c'est un projet personnel. Alors, vous verrez bien, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler si vous intégrez la formation. Peut-être que justement, toutes ces choses que vous allez apprendre, votre entreprise sera bien contente de s'appuyer dessus pour grandir, et peut-être qu'elle ne voudra pas, et puis vous trouverez peut-être une autre entreprise qui sera ravie d'accueillir quelqu'un qui aura les compétences que vous aurez acquises. D'accord, mais c'était pour la différence entre du coup le bac plus 3 et 4 et la différence entre le bac plus 3 et 4, ça on ne peut pas on peut pas l'évaluer là. Il va falloir qu'on regarde un peu votre CV, qu'on regarde votre parcours, qu'on voit les missions que vous avez eues, voilà, et à ce moment-là, qu'on mesure un petit peu la motivation. C'est quelque chose qu'on devra faire en individuel, que vous ferez avec votre conseillère formation, et si besoin, qu'on poursuivra toutes les deux. Mais dans un premier temps, voilà, si vous avez déjà un bac plus 3, c'est pas la peine de se priver d'un bac plus 5, puisque c'est le prérequis. Je réponds aux questions. On est d'accord. On est d'accord? Bon, je vous en prie. Écoutez, je trouve que l'échange est fort agréable. Nous avons déjà dépassé d'une demi-heure. Je vais me faire tirer les oreilles. Je vous enverrai vous recevrez alors ça viendra pas de Sandra Coulon, mais vous recevrez la présentation. Si vous n'avez pas encore une conseillère formation attitrée, vous avez sous les yeux l'adresse du groupe et le numéro de téléphone générique, de façon à pouvoir émettre une demande et être accompagné dans votre projet. À la date à laquelle nous sommes, j'attire à nouveau votre attention sur les délais et l'importance de bien travailler votre dossier de candidature, votre projet, votre CV. Transmettez vraiment un CV détaillé. Ce n'est pas un CV pour une embauche, c'est un CV pour un projet de formation. Donc, transmettez un CV détaillé de façon à ce qu'on voit ce que vous avez fait réellement, ce que vous faites, et qui peut nous aider justement à prendre une décision dans le sens de la question de madame tout à l'heure. Est-ce qu'on est bien sur un bac plus 5? Est-ce qu'il faut plutôt aller sur un bac plus 4? Est-ce que c'est la bonne formation? Voilà. Mieux nous aider à analyser votre projet et à vous apporter la meilleure réponse. D'accord? Donc, voilà, travaillez sur ça, et puis, on vous dit merci. Et on attend les dossiers de candidature, n'hésitez pas, parce que le mois de décembre arrive et on sera fermé. Donc, le plus tôt sera le mieux. C'est vrai qu'il y a la période de fermeture. Oui. Il y a la période de fermeture. Nous avons été ravis d'avoir pu répondre à vos questions et de vous avoir présenté ce titre. On espère vous avoir dans nos locaux. Et nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne fin de journée à chacun d'entre vous. C'est bon. C'est ça. Je n'ai pas encore arrêté l'enregistrement. Je n'arrive pas à arrêter l'enregistrement. Parce que c'est Adèle qui a lancé peut-être. Non, normalement, je suis censée pouvoir arrêter. Je ne peux pas l'arrêter. Oh là là.